bonjour à toutes et à tous. Merci Loïc pour l'invitation. Je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir ce type d'échange. Donc, comme ça a été dit, moi je suis donc maître de conf ici. Je m'occupe au département TSH d'un mineur qui s'appelle Communication, Controverses et Technologies, et plus particulièrement d'une UV qui s'appelle SI01, donc Sciences et Débats Publics. Et moi, mon grand truc, c'est justement les relations entre innovation technologique, et notamment les technologies numériques, et les enjeux, et les questions démocratiques. C'est-à-dire à la fois comment les technologies et l'innovation travaillent le fonctionnement de la démocratie, potentiellement l'irritent, ou en tout cas invitent à réfléchir à des nouveaux fonctionnements de la démocratie, et à l'inverse, comment les technologies peuvent être support de nouvelles pratiques démocratiques. Et je m'intéresse à cet aller-retour, à la fois donc dans mes cours et dans mes recherches au sein du laboratoire COSTEC. Donc, je suis directeur adjoint de COSTEC depuis 2-3 ans. Et je m'occupe d'une équipe qui est l'équipe EPIN, qui est une équipe plutôt orientée en infocom et en sciences politiques sur, en gros, on est un peu spécialiste des usages des numériques. Et du coup, j'étais donc ravi de pouvoir venir vous présenter mes travaux, en tout cas des réflexions en cours, sur ces relations entre numérique et démocratie notamment, parce que moi ma question de recherche en fait, elle part d'un point de départ. Alors, d'abord, je suis plus ou moins adoué avec les slides. J'alterne des trucs chargés, des trucs avec des photos. Donc, je fais un peu des deux, je suis au milieu à mi-chemin. Mais moi, je pars d'un questionnement qui est quand on essaye, quand on regarde à la fois l'état de l'art et puis quand on s'interroge sur cette question des effets du numérique en démocratie, il y a deux grands chemins. Il y a ceux qui vont vous dire, en gros, ce qui compte, c'est la technologie. Alors, en sciences sociales, c'est ce qu'on a tendance à appeler le déterminisme technologique, c'est-à-dire qu'on prédit l'effet que va avoir la technologie. Puis à l'inverse, on a tous les travaux, plutôt portés par des gens qui connaissent souvent pas très bien les technologies, qui vont vous dire, en gros, ça sert à rien, c'est juste un support à des nouvelles pratiques sociales, et c'est ce qu'on appelle le déterminisme social. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour comprendre un peu finement le rôle que peuvent avoir les technologies et leur capacité à faire évoluer, à transformer des relations de pouvoir, à transformer des questions démocratiques, eh bien, il faut inventer un troisième chemin. On ne peut pas se satisfaire de ces deux formes de déterminisme. Et mon idée, c'est justement d'ouvrir un nouveau chemin pour essayer de mieux comprendre la manière dont les technologies contribuent à faire exister des formes de citoyenneté, à faire exister des modèles de démocratie. Alors, peut-être, en préambule, c'est un mot que je manipule souvent dans mon vocabulaire, je vais vous dire en deux mots, quand je parle de démocratie, de quoi je parle, parce qu'en fait, la démocratie, il y a deux grands aspects dans la définition. C'est d'abord notre système institutionnel, et c'est la démocratie, ce qu'on appelle mode de vie, c'est-à-dire c'est un mode d'organisation collectif. Et moi, je vais plutôt être sur ce deuxième aspect, cette idée de démocratie comme mode d'organisation collectif. Et on peut aller un tout petit peu plus loin, en une phrase. La démocratie, on peut la considérer comme une organisation qui donne à chacun des membres d'un groupe l'égale possibilité d'influer sur la décision. Sur les décisions collectives. Alors vous voyez que ça laisse pas mal de souplesse sur le comment, mais voilà l'idée, je vais avoir une acceptation assez large de la question démocratique, parce que cette influence, elle peut prendre la forme d'un vote, elle peut prendre la forme de logique de démocratie participative, c'est-à-dire de participation citoyenne pour éclairer la décision de ceux qui décident, c'est-à-dire je viens donner mon avis pour qu'il soit pris en compte dans la décision, ou elle peut avoir des formes beaucoup plus conflictuelles et où on vient pour peser et installer du rapport de force pour influer sur la décision. Ça nous ouvre un petit peu tout le champ des possibles. Et moi, là-dedans, je fais le pari qu'en fait, la technique, elle ne va pas être neutre, elle ne va pas rien faire. Je fais le pari que si elle n'est pas neutre, eh bien, il faut essayer de comprendre
qu'est-ce qu'elle porte en elle, qu'est-ce qui relève de la technique et qu'est-ce qui relève du social dans la construction des pratiques démocratiques et dans la construction potentiellement aussi de rapports de pouvoir, voire de rapports de domination entre les personnes. Et donc je fais le pari qu'il y a quelque chose qui est dedans et qu'il y a quelque chose qui est dehors. Et il faut changer de regard sur la technique pour essayer justement d'articuler, de prendre en compte à la fois ce que permettent les technologies et la manière dont elles sont utilisées pour essayer de penser les pratiques démocratiques équipées par le numérique. Et ça passe par la manipulation de différents concepts. Moi, j'essaye d'articuler donc cette préoccupation pour ce que j'appelle pour les possibles, en m'intéressant à ce que j'appelle les affordances des technologies. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus, et notamment à des possibilités d'affordance démocratique du numérique, avec une préoccupation pour l'environnement, le terreau. En philo, on pourrait dire le milieu. Mais moi j'aime bien essayer de parler d'environnement et d'environnement capacitant. Parce que ce qu'on s'est aussi beaucoup aperçu en philosophie de la technique, en sociologie, c'est que la manière dont on considère les technologies, on les considère souvent dans les pratiques sociales dans un rapport de puissance. C'est la technologie pour nous rendre plus puissants. Je ne vais pas vous faire de la philo de comptoir et revenir à Prométhée, mais c'est un petit peu l'idée, quoi. C'est-à-dire, l'homme récupère le feu pour mieux être plus puissant par rapport aux autres animaux et pour pouvoir se défendre. Et on a toujours cette idée qu'il y a une puissance a priori qui est déléguée à la technique. Et ben moi, mon idée, ça va être peut-être de décaler un petit peu le regard et d'avoir un regard sur la dimension capacitante des technologies. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, ce que je veux dire, en gros, c'est que ce qu'elle peut faire ou ne pas faire, on ne peut pas trop le dire a priori. Il y a des possibles, mais ça ne devient concret que dans le réel, que dans l'interaction, uniquement en contexte, en fait. Et je vais essayer de plutôt m'intéresser, plutôt que penser ce rapport de puissance, je vais essayer de préférer penser la manière dont ça vient mettre en capacité des gens, dont les gens essayer de gagner en pouvoir d'agir, gagner en puissance d'agir pour venir avoir des actions grâce aux technologies. Et donc, en fait, je vais essayer de penser le pouvoir par les technologies, non pas comme un pouvoir a priori, mais comme un pouvoir dans la relation, dans l'interaction. Est-ce que c'est à peu près clair pour cette espèce de petit préambule En tout cas, je vais essayer d'approfondir ça, mais je trouvais ça important de commencer en essayant de vous montrer un petit peu d'où je parle et le regard que je vais essayer de poser là-dessus. Parce que, en fait, ça fait longtemps et bien avant le numérique qu'on se dit que il y a les artefacts, les objets techniques et les artefacts induisent et jouent des relations de pouvoir. Il y a des exemples assez connus, notamment le travail de l'architecte Robert Moses. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Moses, mais c'est celui qui a dessiné New York. Et il y a eu des travaux après en histoire de l'architecture, en design et tout, qui ont montré comment, en gros, la matérialité de la construction de la ville, et que notamment comment les ponts de New York avaient été construits pour empêcher les transports en commun d'accéder à certains quartiers. Et comment il y avait un projet politique aussi de gestion en fait des populations à travers les questions d'urbanisme. Et ça éclaire bien cette idée qu'à travers les objets, on a des relations de pouvoir. C'est la même chose avec le design des objets anti-SDF. On voit bien qu'il y a un projet politique, on voit bien que quelque part, on met des valeurs, on induit des relations de pouvoir par la médiation de ces technos, que ça va avoir des effets. Et tout l'enjeu va être de réussir à le penser sans céder, là, pour le coup, à la question du déterminisme technique. Et il me semble que la première étape pour réussir ça, c'est quand même de s'intéresser un peu sérieusement à l'objet technique. Et pour ça, moi, je propose de considérer la notion d'affordance. De porter un regard, à mon avis, c'est la première étape pour essayer de comprendre ce que peuvent faire des technologies en contexte démocratique, c'est de regarder, de penser ce qu'on appelle les affordances des technologies. Et notamment, moi, j'essaie d'investiguer, de regarder ce qui pourrait être des affordances démocratiques.
Alors, c'est un concept qui a été forgé par un psychologue, hein, James Gibson, dans les années 60, qui puise dans la philo de Merleau-Ponty et dans les travaux sur ce qu'on appelle la cognition située, plutôt dans le champ du design. Et en gros, c'est cette idée de nous dire que quand on a un objet, il suscite un certain type d'usage. L'exemple le plus basique, c'est celui du marteau. Quand je le prends, quelque part, dans son design, dans sa conception, il y a quelque chose qui va m'emmener vers certains types d'usages. Je vais le manipuler un peu, on est sur quelque chose d'assez simple. Au début, je vais peut-être essayer de planter quelque chose avec le manche. Très vite, je vais me rendre compte que si je le retourne et que je le prends dans le bon sens, je vais être plus efficace, à la fois pour planter un clou, pour me défendre, pour tout un tas de choses. Donc, il y a une part d'usages possibles qui sont compris à la fois dans l'objet, mais ce qu'amène la notion d'affordance, c'est que ce n'est pas juste le design. C'est que c'est possible, il s'ouvre dans la relation entre l'objet et l'environnement, entre l'objet et l'écologie dans laquelle il va être plongé. Pour le dire autrement, si je reprends mon marteau, dommage, j'en ai pas sous la main là. Si je reprends mon marteau, si je suis dans le contexte où je suis dans mon garage, un plan de travail, très vite, je vais comprendre que je vais l'utiliser pour planter un clou. Si je suis dans une situation où je dois me défendre, très vite, c'est d'autres types d'usages qui vont venir. Mais en gros, la notion d'affordance, elle nous invite à penser une approche écologique. Et moi, ça, c'est le point que je vais essayer de garder de cette notion. C'est que finalement, les technologies suscitent des choses en contexte, et ce contexte, il est défini par ce qu'on appelle l'écologie autour de la relation entre celui qui utilise l'objet et l'objet. Et donc, du coup, ça va être quand même intéressant d'aller regarder comment sont constituées les affordances, comment elles contribuent à diffuser des relations de pouvoir, mais on voit déjà qu'il va falloir tenir compte du contexte d'usage. Il y a des gens qui se sont intéressés à ça, notamment une chercheuse assez connue, Sacha Constanza-Choc, qui a inventé une méthode qu'elle appelle le design justice. Et elle dit, si les technologies, si les objets affordent, et qu'on prend au sérieux l'idée qu'ils peuvent afforder aussi des relations de pouvoir et qui peuvent transmettre, contribuer à structurer des inégalités ou à combattre des inégalités, eh bien, il faut essayer de mettre des principes dans le design même des outils. Elle est dit, en fait, il faut essayer d'influencer la nature des affordances. Et son idée, c'est qu'il faut remonter vers les concepteurs. Il faut que les concepteurs suivent ce qu'elle appelle une charte, la charte du design justice, et elle dit, voilà, il faut embarquer des valeurs dans les technologies, des valeurs qu'on définit a priori. Elle, c'est ça son approche. Et là, vous voyez, on bascule sur un autre type de déterminisme, qui est un déterminisme social très fort, en fait, c'est-à-dire que les effets seraient complètement contrôlés, analysés par les concepteurs. Et elle dit qu'il faut valoriser des principes dans la conception pour repolitiser le design et surtout pas avoir le sentiment que ce qu'on crée est neutre. Et il faut se centrer sur les attentes des communautés extérieures et sur les attentes des usagers, et notamment sur les communautés minoritaires. Elle a travaillé ça, donc c'est une chercheuse au MIT, c'est une designeuse et anthropologue au MIT, et s'est beaucoup intéressée, elle, au contexte des communautés victimes de discrimination raciale, discrimination sexuelle et autres. Donc, je vous ai mis quelques exemples de principes du design justice. En gros, elle dit il faut valoriser les logiques de co-design, il faut réfléchir en amont avec ces communautés, il faut essayer d'anticiper un certain nombre d'impacts sur ces communautés possibles, des technologies qu'on développe. Il faut aller chercher des expertises les plus plurielles possibles. En gros, il dit un travail énorme sur l'amont.
Donc, vous allez dire, mais c'est intéressant. Ceci dit, finalement, on se rend vite compte que c'est une fausse piste, en fait. L'idée de se contenter de principes amont ne résout pas notre problème. On n'est toujours pas capable de comprendre, d'anticiper vraiment à quelles conditions un objet va avoir un sens politique, à quelles conditions un objet va contribuer à des relations démocratiques et va pouvoir ou non se mettre au service d'un projet démocratique. Ce n'est pas parce qu'on met a priori des volontés, a priori des valeurs, qu'on va être capable de complètement anticiper les effets. Donc, on a cette hypothèse du design justice, qui paraît être une fausse piste partielle. On a eu d'autres propositions. Alors, on a là un designer qui s'appelle Carl Di Salvo, et il a mis au point une méthode qu'il appelle le design contradictoire, le adversarial design. Et lui, en gros, il dit, mais en fait, il faut utiliser des technologies, au contraire, il faut qu'elles nous servent pour faire exploser, pour nous révéler les inégalités, les relations de pouvoir. Il faut qu'on s'en serve pour faire exploser ce qu'on ne voit pas d'habitude. Il dit que les objets techniques circulent dans différentes communautés, circulent dans le social, eh bien il faut les utiliser comme révélateurs. Et notamment, il a un projet de CCD Note Umbrella, où en gros, c'est un parapluie qui est pourvu de lampes infrarouges qui ont une double fonction. Notamment, en fait, elles s'allument, je n'ai pas trop compris comment, mais en situation, en contexte où il y a des caméras de vidéosurveillance. Ou en tout cas, et le deuxième effet, c'est qu'elles te permettent surtout que quand tu es filmé, mais en fait, ton image est brouillée par ces LED. Et donc, l'idée, c'est que par la manipulation et par la diffusion de ce type d'objet technique, on va susciter du débat démocratique. Parce que la technologie va là afforder quelque chose et va te rendre plus réflexif, plus vigilant. Donc là, on voit que c'est une deuxième hypothèse, une deuxième approche, qui est peut-être un peu plus intéressante que la première, parce qu'elle mise en tout cas un peu plus sur une dimension relationnelle de la démocratie et des relations de pouvoir. Et si on en vient un peu aux technologies numériques, comme je vous disais, on voit bien que ces différentes approches restent en fait extrêmement centrées sur la relation conception-effet et ont du mal à s'adapter à la diversité des situations d'usage, quoi. Ce qu'on se rend vite compte quand même, c'est que ce que je vous disais, c'est que les technologies, vous allez voir que c'est très vrai pour les technologies numériques, elles peuvent pas forcément, on ne peut pas décréter les conditions pour lesquelles elles vont se mettre au service d'un projet démocratique. Les technologies qui pourraient avoir des fois, par exemple, moi j'ai pu dans beaucoup d'enquêtes, j'ai mené des enquêtes dans des réseaux militants, où on peut voir que l'organisation, tiens, avec un doctorant, on a beaucoup travaillé sur l'organisation des gilets jaunes et les pratiques numériques des gilets jaunes. Et quand on voit le rôle massif qu'a pu avoir des technologies comme Facebook, si je suis un certain nombre de principes issus de ces approches par le design, je pourrais dire que Facebook est une technologie ennemie de la démocratie. Or, dans d'autres contextes, on peut aussi se dire que ça vient servir, ça vient équiper des pratiques démocratiques. Donc, ça ne va pas nous suffire. Il faut aller regarder, comme je vous le disais, en contexte. Et comme je vous l'ai déjà un petit peu dit, pour y parvenir, il faut essayer de croiser cette approche empirique avec une pensée beaucoup plus forte de la technique pour redéfinir ce qu'on entend par relation socio-technique et essayer de prendre en compte en fait les spécificités aussi des technologies dites numériques et de l'environnement numérique. Et une de ces spécificités, c'est que, comme on dit en philo, il fait milieu. C'est-à-dire qu'il vient offrir, et ça, il vient conditionner le sens de l'action. C'est-à-dire qu'il offre un environnement complet
dans lequel l'usager évolue, beaucoup plus qu'un simple parapluie, finalement, par rapport à tout à l'heure, et il vient donner le contexte dans lequel l'usager donne du sens à son action. Et donc, on voit bien qu'au-delà de la maîtrise de l'objet technique, en tant que tel, le pouvoir normatif des technologies, leur capacité à définir, à accompagner l'action et à l'orienter et du coup à définir aussi son cadre démocratique, va venir de la maîtrise de cet environnement. Et donc, on se rend compte qu'en contexte numérique, on ne va pas pouvoir se suffire de cette relation entre l'objet et l'usage. Il va falloir remonter d'un cran vers la notion d'environnement et prendre en compte l'environnement dans lequel, l'environnement sociotechnique dans lequel l'usager évolue. Et on va essayer de développer une approche qui croise la perspective des affordances en proposant ce qu'on appelle une approche contextualisée des affordances. Et ça, c'est un courant en social que je propose d'explorer un peu. Donc, il y a différents chercheurs qui sont posés des questions assez similaires de cette approche contextualisée des affordances. Notamment, il y a une équipe à Manchester qui a développé ce qu'ils ont appelé le walkthrough method en essayant d'intégrer un retour critique en fait sur les usages par les usagers. Et ils se sont intéressés eux, à des technologies, à des applications mobiles en essayant de se demander, mais finalement, comment s'en servent et comment on peut avoir le retour des publics qui n'ont pas été imaginés comme potentiels usagers par les concepteurs et qui vivent en dehors des normes sociales pensées pour les usages. Et donc, eux, leur idée, c'est de repérer ces usagers, de faire des entretiens avec ces usagers et ensuite de confronter les concepteurs à ces expériences vécues par ces usagers hors des normes et d'essayer de faire remonter, du coup, dans la boucle, ce retour d'usage à partir d'une enquête qualitative en 3 temps, c'est-à-dire comment les gens sont rentrés dans le service, comment ils s'en sont servis, et est-ce qu'ils ont réussi ou pas à se l'approprier, est-ce qu'ils en sortent ou est-ce qu'ils continuent à l'utiliser. Donc en gros, ils ont intégré cette préoccupation pour le contexte avec une entrée qualitative en confrontant les usagers pour essayer de recréer une boucle et de faire évoluer la conception grâce à un retour d'usage. On a une autre équipe de l'université de Carleton qui s'est intéressée, alors eux, ils ont utilisé ça a été la grande mode à un moment, des applications dites anti-viol, censées en fait lutter contre les violences sexuelles, notamment pour pouvoir prévenir des proches, pour pouvoir en déclenchant un système d'alerte. Il y a tout un tas comme ça de possibilités. Et ils ont analysé un panel ou un corpus de 215 applications. On appelle ça Lab Feature Analysis. Et là, ce qui est intéressant dans leur approche, c'est qu'ils ont essayé de faire rentrer dans la boucle vraiment cette question de la matérialité. Et ils ont essayé de voir, en fonction de chaque type d'application, en fonction des fonctionnalités qu'elles proposent, quelle représentation en fait, des violences sexuelles elles embarquaient, quelle représentation de la place de la victime, quelle représentation du rapport avait été mise en technologie. Et notamment, ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain nombre de visions qui étaient embarquées autour de... c'était très centré sur des approches où on est agressé par un inconnu. L'outil était conçu de manière à ce que ça te protège d'un agresseur inconnu. Or, la grande majorité des agressions sont commises plutôt par des proches, en tout cas, ou par des gens d'un réseau suffisamment proche. Mais ce
qui est intéressant dans leur approche, c'est qu'ils ont, par rapport à beaucoup d'études en sciences sociales, ça a été une méthode qui a été beaucoup discutée, parce qu'ils ont réussi à intégrer cette dimension environnée. C'est ce qu'on appelle cette approche écologique des technologies. Et ils ont réussi à faire rentrer, à créer une boucle dans la réflexion entre les représentations sociales, la matérialité des technologies et le contexte d'usage. Et ça, c'était une boucle qui n'avait, dans la littérature, été que très peu imaginée. Il y a aussi une troisième catégorie de travaux. Ça, c'était plutôt des travaux qu'on a aussi, c'est un courant dans lequel on s'est beaucoup inscrit à Costec. On a beaucoup fait de choses autour de ça. À une époque, il y avait les travaux de Laurence Monnoé-Smith, qui est partie de l'UTC, mais qui avait été ma directrice de thèse. Et puis, il y avait des travaux aussi de quelqu'un comme Romain Badoir, qui a fait sa thèse ici et qui est maintenant maître de conférence à Paris 2, sur les questions de mise en technologie de projets politiques. Moi aussi, j'ai fait ma thèse sur ces questions-là. Et l'idée de cette approche, c'est de se dire, en fait, il y a un continuum entre l'usage, l'artefact et la conception. Il faut essayer de penser à un continuum. Et en analysant la matérialité, on va pouvoir remonter quasiment, comme on peut dire, à contre-grain vers les représentations des concepteurs, et on va pouvoir les confronter donc aux représentations des concepteurs. Et du coup, et là, ça va nous amener vers les travaux. On a fait avancer cette question, notamment parce qu'on s'est intéressé aux technologies au service de la participation et des modèles de citoyenneté, en disant en fait, cette approche, ce continuum, permet en fait de faire dialoguer les deux approches précédentes. C'est-à-dire que en interrogeant les représentations contenues dans la matérialité et en allant interroger en même temps les concepteurs, on crée un continuum entre l'approche de Carleton et l'approche de Manchester. Et ce continuum permet de déplacer un peu la focale, justement, en ayant dans la boucle, en pensant le pouvoir comme une relation à trois entre les concepteurs, l'artefact et l'usager. Et ça, en sociologie politique, c'est quelque chose qui n'avait jusque-là pas été fait du tout. C'est-à-dire que la matérialité était souvent évincée, ou alors, justement, c'était la boucle concepteur-artefact qui était pensée, ou alors la boucle usager-artefact qui était pensée d'un autre côté. Et cette idée de penser ça comme une relation à trois, en mouvement, en contexte, mais qui en même temps embarque, trimballe, met en technologie un certain nombre de valeurs qui viennent d'autres univers, n'avait jamais été pensé comme un recours pour penser ce qu'on appelle la qualité démocratique des technologies. Et ça nous permet en fait d'ouvrir une porte qui essaie de dire, bien, à travers un artefact, dans sa matérialité, on a un certain nombre de choses qui sont amenées dans un contexte d'usage. On a des valeurs, on a des visions, des représentations qui viennent influencer l'environnement dans lequel l'usage va avoir lieu. Et cette circulation avait été, pour l'instant, finalement, très peu imaginée. Et donc, l'idée quand on pense ce continuum, eh bien, c'est de dire, ça nous invite quelque part à penser que, au vu de la diversité des contextes d'usage différents, on va aussi avoir des configurations extrêmement différentes, plus ou moins propices du coup à des technologies, à des usages démocratiques, et qu'on ne peut évidemment donc pas imaginer a priori les effets démocratiques que ça va avoir. C'est par exemple intéressant, je vous prends un exemple qui a été beaucoup discuté dans les communautés, c'est la capacité par exemple des logiciels libres à produire des pratiques démocratiques. Et ben, avec cette logique-là, on voit bien
que ça ne se décrète pas a priori. On peut l'utiliser pour des projets qui soient tout à fait pas démocratiques. Alors que dans la littérature qui étudiait la montée en puissance des technologies au service de la participation, il y a eu tout un pan de littérature qui leur donnait a priori un caractère démocratique et qui voyait leur déploiement dans des activités démocratiques comme nécessairement vertueux. Eh bien, on se rend compte que si on est dans cette articulation en trois temps, la vertu ne peut pas être décrétée a priori. C'est-à-dire qu'on a ouvert des possibles dans ces technologies. Les concepteurs ont ouvert des possibles, mais ces possibles, ils ne prennent un sens, et là un sens démocratique, que dans l'usage. Et c'est moi, mon travail, justement, donc, ça va être d'essayer de tenir compte de ces trois temps et d'essayer de comprendre comment la matérialité va venir transformer notre compréhension du contexte, notre compréhension des usages possibles, et va venir ouvrir de nouvelles représentations, ouvrir de nouvelles visions du monde. Et pour penser ça, pour penser donc le pouvoir normatif, la capacité normative de cette relation en trois temps, moi j'ai proposé de croiser ça avec une pensée du pouvoir issue des travaux de Michel Foucault sur les questions de gouvernementalité. Michel Foucault, en fait, définit la gouvernementalité comme ce qu'il appelle la conduite des conduites. Et cette conduite des conduites, elle se fait parce que Foucault appelle des dispositifs de pouvoir. Et ces dispositifs de pouvoir, il est défini comme un ensemble d'éléments hétérogènes. Et l'objectif, dans cet ensemble d'éléments hétérogènes, eh bien, c'est évidemment de décrire la contribution des technologies à la structuration de ces relations et des relations de pouvoir. Mais donc, du coup, on leur donne une place sans les penser a priori et sans les invisibiliser. Alors, vous allez vous dire, ce qui se passe à Costec a l'air légèrement abstrait, mais l'idée après, c'est de confronter cette pensée à de l'enquête de terrain. C'est d'aller concrètement sur le terrain, à la rencontre de communautés, à la rencontre de pratiques, pour essayer de mieux comprendre ces relations conception, matérialité, usage dans des contextes différents. Donc, comment ça marche? Ben moi, par exemple, je me suis intéressé depuis pas mal d'années maintenant, je suis deux contextes différents. J'ai deux terrains majeurs dans mes travaux de recherche. Notamment, ça fait 5 ans que je suis embarqué au sein d'une communauté qui s'appelle la Civic Tech. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces initiatives qu'on traduit assez maladroitement en France par les technologies à visée citoyenne. En tout cas, c'est des gens, à la base, beaucoup d'entrepreneurs, de start-upers du numérique ou dans le profil, qui se sont dit, finalement, aujourd'hui, les technologies numériques nous permettent de proposer un certain nombre d'usages qui vont, et des méthodes, notamment des méthodes avec beaucoup plus de développement centré utilisateur, qui vont nous permettre de renouveler le fonctionnement de la démocratie. Donc déjà, on postule, vous voyez, assez fortement que les problèmes de la démocratie sont méthodologiques aujourd'hui. Et ça nous permet de renouveler le fonctionnement de la démocratie, notamment grâce aux technologies numériques. Et par exemple, c'est la proposition de plateformes pour débattre à grande échelle. Vous avez peut-être entendu parler de certaines de ces plateformes. Est-ce que vous avez un exemple de plateforme qui a pu être utilisée récemment? Est-ce que certains d'entre vous en ont utilisé? Populaire, ça peut pas dedans. Ça peut un peu rentrer dedans, quelque part, la plateforme de la primaire populaire. Et puis, un des exemples massifs et qui a été très popularisé, c'est la plateforme du grand débat. Et ça, d'ailleurs, ça a été un exemple assez discuté dans la communauté parce que jusqu'à là, c'était plutôt des réseaux d'activistes qui faisaient un peu de prestations. Et là, clairement, c'était une logique de prestataire, parce qu'elle a été configurée en fonction des attentes du commanditaire. Et par exemple, il faut vous dire qu'en fait, le commanditaire a configuré la plateforme de manière à ce que quand tu déposes un contenu sur la plateforme, tu ne peux pas voir les contenus qu'ont produit les autres.
Tu rentres, tu crées ton profil, tu viens donner ta contribution au grand débat, mais tu ne peux pas lire en même temps les contributions des autres et tu peux encore moins y répondre. Tu ne peux pas créer de dynamique de dialogue. Donc, on voit bien comment... Pardon ? Il s'est passé la même chose il n'y a pas très longtemps quand le ministère nous a interrogé sur la LPR. Il y avait une plateforme où on pouvait déposer des avis. Exactement. Et donc, ça donne un exemple très très concret de cette relation concepteur-matérialité et usage attendu. Et on voit bien, on a eu cet exemple, l'exemple LPR aussi est très bon. D'ailleurs, moi j'avais renvoyé une contribution en disant que de ma petite place de maître de conférence, je me sentais bien en difficulté pour apporter une contribution éclairante et que j'aurais bien aimé que ce soit plutôt un espace de débat pour la communauté et de discussion. Et vu que ce n'était pas permis par la plateforme, ben, je limiterais ma contribution à une critique du process, quoi. Et donc, du coup, je suis rentré dans ces communautés-là. Alors, c'est un travail aussi qui demande du temps, hein, parce que ça fait plus de 5 ans que je suis en observation embarquée. J'ai même été membre de certains des collectifs. J'ai travaillé au montage d'un certain nombre de projets. Notamment, j'ai été dans le conseil scientifique d'un projet qui s'appelle Parlement et citoyens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet, qui maintenant a pris un petit peu de plomb dans l'aile, mais au départ, l'idée était de dire on va avoir une plateforme portée par des collectifs citoyens et on va solliciter des parlementaires pour qu'ils déposent des projets de loi, ou en tout cas des projets législatifs, et qu'on permette aux citoyens de venir les discuter et potentiellement les amender. Vas-y. Quand tu dis que tu es en contact avec la communauté, c'est la communauté des gens qui conçoivent les outils ou des gens qui les utilisent? Eh ben, en fait, moi, par exemple, j'ai été même à un moment vice-président d'une association qui s'appelle Démocratie ouverte et qui se veut une association qui organise la vie de la communauté, c'est-à-dire qui met en relation justement ceux qui sont concepteurs avec ceux qui sont plutôt dans les usages plus politiques. Bah, en gros, ce que je vous ai dit sur mon approche à 3, je leur ai dit, bah, les gars, il faut qu'on pense cette approche à 3 avec une préoccupation pour les concepteurs, la matérialité et l'usage. Il faut qu'on crée un réseau qui incarne ce continuum. Donc, j'ai été dans l'association qui portait ça, quoi. Et donc, une de nos idées, c'était justement de dire, bah, avec ce type de plateforme, comme Parlement et citoyens, on va pouvoir associer des concepteurs, des élus politiques, des citoyens et des militants dans la conception de l'outil pour avoir quelque chose de plus satisfaisant. Au final, on se rend compte que c'est assez compliqué parce que la normativité de la technique est forte, mais la normativité du social aussi, notamment politique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de politiques opportunistes qui sont venus proposer des projets de loi, sachant très bien qu'ils n'avaient aucune chance d'être ensuite débattus. Notamment, là où moi j'ai jeté l'éponge, on a eu Bruno Le Maire à l'époque, UMP, qui est venu proposer un projet de loi contre le non-cumul des mandats, sachant que son groupe ne le porterait jamais derrière. Il y a eu un beau débat citoyen, etc. Et à la fin, il revient en disant « Je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. » Mais ça passe pas. Il s'est acheté une image citoyenne pour quelques clics. Donc, tout ça pour dire, il y a, pour comprendre le poids et le rôle et comment le pouvoir est modifié par cette relation à 3, moi j'ai développé une analyse en 3 temps. On a d'abord une dimension systémique, qui est l'analyse sociopolitique, socio-hystérique. Il faut repérer, il faut comprendre le contexte. Là, il y a une analyse de sociologie politique beaucoup plus classique, de travail sur documents, de discours de presse, d'entretien avec les acteurs, pour situer le contexte, les grandes controverses, voir qui est influent, comprendre où est le pouvoir. Ensuite, on descend d'un cran et on introduit les représentations des concepteurs. On introduit dans l'analyse la relation au concepteur. Donc, on crée une partie de ce continuum. Et ensuite, troisième étape, on introduit les artefacts. On introduit la matérialité des objets et on regarde comment ils sont actualisés dans l'usage.
Et donc, ça fait une méthode en 3 temps qui articule l'approche systémique des grandes questions politiques pour comprendre où est le pouvoir, où sont les relations de domination, qui est un des enjeux forts des sciences sociales, et donc de comprendre dans quel contexte évoluent les acteurs. Ensuite, on rajoute une couche d'analyse autour de la conception et de la matérialité, qui est confrontée à l'usage et à ce qu'on appelle l'actualisation par l'usage. Et moi, donc, je me suis intéressé à ces trois temps à la communauté Civic Tech. Donc, à la fois en étant spécialiste des questions aujourd'hui de participation, comprenant vraiment les tenants et les aboutissants, sa capacité à s'articuler à l'action publique ou autre, en comprenant qu'est-ce que représentait dans ces communautés et dans ces logiques-là la montée en puissance des technologies numériques, en y intégrant les représentations aussi des concepteurs. J'ai fait des dizaines et dizaines d'entretiens avec des porteurs de projets pour essayer de mieux comprendre quels étaient leurs objectifs, la manière dont ils projetaient, eux, leur rapport aux technologies. Et ensuite, j'ai créé un gros corpus d'outils dont je suis allé faire de la feature analysis, là, dont je vous montrais tout à l'heure, pour essayer de comprendre la manière dont ces usages, le sens qui était donné aux fonctionnalités qui avaient été choisies, et d'essayer de voir de potentiels décalages avec l'usage. Et ça m'a permis de tirer... Alors, le slide est chargé, mais je vais aller assez vite. J'ai encore des progrès à faire en termes de slides, hein. Mais en même temps, c'est parce qu'écrire des slides chargés, ça m'aide sûrement à réfléchir, mais ça m'a permis de tirer de ces travaux, de 6 ans de travaux, une typologie de 4 types d'affordance démocratique. Donc, 4 types de relations suscitées par cette relation à 3. À la fois ce que j'ai appelé les affordances de légitimité, c'est-à-dire la capacité des outils à faire comprendre pourquoi, notamment sur les questions de participation, pourquoi leur implication est demandée et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Pourquoi on sollicite le citoyen? C'est-à-dire à rendre légitime la participation citoyenne. Et ben, dans la conception des outils, dans leurs features, dans leur fonctionnement, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de choses qui viennent mettre en scène, qui viennent incarner cette question de la légitimité. Je vais assez vite, puis je vous montrerai un exemple après pour terminer. Mais la deuxième catégorie d'affordance, c'est les affordances dites délibératives. Donc ça, c'est celle relative à la capacité des dispositifs à susciter de la discussion. Et en fait, une discussion délibérative, peut-être c'est intéressant de revenir rapidement sur la distinction entre discussion et délibération. Est-ce que vous savez ce que c'est que la délibération? Et pourquoi ce n'est pas la même chose que la discussion? Vous avez une idée d'un concept où on délibère? D'un contexte où on délibère? En jury. En jury, ça peut être en jury à l'UTC, mais ça peut aussi être un jury d'assises. C'est juste pas forcément le même impact des décisions. Mais plus sérieusement, les théories de la délibération, en fait, l'idée, c'est que c'est une discussion organisée. C'est la discussion qui suit des règles. C'est-à-dire, en gros, il y a 4 principes fondamentaux pour la délibération. Le principe de transparence. On dit chacun qui on est au départ pour voir d'où on parle. Le principe d'égalité entre les participants et entre a priori tous les points de vue vont être considérés à égalité dans la discussion. Donc, et troisième principe, le principe d'argumentation. C'est-à-dire que je discute, mais je n'ai pas le droit juste de dire j'aime pas. Par exemple, on fait un débat sur la LPR, et si je passe mon temps à dire j'aime pas Vidal, au bout d'un moment, on va me dire nous avons tout à fait entendu ton point de vue. En revanche, pour être dans une dynamique délibérative, eh bien, ce serait intéressant que tu passes dans une dynamique de je n'aime pas Vidal parce que. Et là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment un dispositif va réussir à susciter le fait de ne pas être un simple déversoir à avis, à émotion. En quoi
il va réussir à amener l'usager vers une logique de construction et d'intelligence collective. Est-ce qu'il peut y avoir des choses dans sa matérialité, dans l'environnement qu'il crée, qui vont pouvoir pousser l'usager vers une dynamique d'intelligence collective et de discussion organisée, plutôt qu'un simple déversement. Troisième catégorie d'affordance, c'est les affordances d'empowerment, c'est-à-dire la capacité que va avoir le dispositif à rendre compte à donner à voir en tout cas aux citoyens qui lui donne plus de pouvoir sur la décision, plus de pouvoir sur la sortie de l'usage, sur l'usage. En quoi ça va renforcer son pouvoir en tant que citoyen. Et donc, ça peut être des choses toutes simples sur est-ce que ça va améliorer le suivi et la transparence des décisions, dans quelle mesure ça va lui donner, il va avoir accès à ce type d'outils. Typiquement, ces affordances d'empowerment, elles sont très fortes sur des outils comme, est-ce que vous avez entendu parler de la plateforme nosdéputés.fr? Ça vous dit quelque chose? De l'association Regard Citoyen? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais c'est juste que j'avais déjà entendu parler aussi. Voilà. En fait, c'est une association qui s'appelle Regard Citoyen et avec qui moi j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter de ces concepts d'affordance. Et eux, leur idée, c'est que le pouvoir normatif des technologies est tellement fort qu'ils n'ont aucune confiance dans la bonne volonté des élus. Et en gros, ce qu'il faut, c'est transformer la politique en données, et en données si possible ouvertes, pour faire basculer le centre de gravité du pouvoir en démocratie et le remettre du côté des citoyens pour qu'ils aient des outils de suivi, qu'ils aient des outils des outils de contrôle de l'activité de leurs élus. Et donc, du coup, ils mettent en stats et donc en données après les présences à l'Assemblée pour les parlementaires, le nombre de questions qui sont posées. Mais on s'est aperçu aussi qu'il y avait un effet regard citoyen très fort. Et notamment, ça, moi, j'ai pu l'observer et en discuter avec des parlementaires qui posent des questions tout à fait débiles en séance, exprès, pour faire monter leurs stats. Mais vraiment des questions tout à fait stupides, mais qui est la même, de toute façon, hein, et ça illustre tout à fait toujours l'effet que je disais tout à l'heure, la théorie des effets limités, quoi. C'est la même chose quand c'était le contrôle par la télévision, c'était la bataille pour les députés, pour être dans l'angle de vision des caméras. Les sièges les plus prisés à l'Assemblée, dans l'hémicycle, vous savez que c'est ceux qui sont dans l'angle des caméras de LCP. Parce que quand l'hémicycle est filmé, t'apparais. Les places pour les nouveaux députés sont celles sur les bords qui ne sont jamais filmées. Donc il y a toujours un jeu. Et bien là, le jeu se décale. En tout cas, les affordances d'empowerment, c'est celles qui donnent à voir ou qui mettent en scène cette capacité du pouvoir d'agir. Et les dernières catégories d'affordance, c'est les affordances critiques qui donnent à voir les frictions et les tensions et qui arrivent, par la matérialité de l'artefact, à rendre compte aussi, qui interrogent la finalité de la participation de manière un peu critique et qui permettent qui donnent la place à une remise en cause. Là où, encore une fois, hein, mon exemple un peu tarte à la crème, c'est la question du grand débat. On voit bien que l'environnement était configuré de manière à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de remise en cause de la manière d'aborder les choses, de la finalité de la participation. Vous étiez juste là pour contribuer à un projet. Et d'ailleurs, c'était intéressant, moi je suis allé interviewer les concepteurs après avoir fait ces constats-là sur la plateforme. Et par exemple, le module qui a été acheté par le gouvernement n'est pas un module de débat. C'est un module, c'est un outil qu'ils avaient plutôt développé à destination d'entreprises de boîte à idées. En fait, ils ont repris un module de boîte à idées qu'ils ont habillé en plateforme de débat. Mais à aucun moment, ça a été pensé du coup comme un outil de débat. Donc, moi, dans mes recherches, je vois émerger ces 4 grandes formes d'affordance, ces 4 grandes caractéristiques de l'environnement. Et là où ça devient un peu compliqué, et je terminerai là-dessus, c'est qu'évidemment, il n'y a jamais un outil qui va tirer complètement sur une affordance. On va trouver
des mélanges en fonction des outils, en fonction des propositions. Alors là, je vous ai pris un exemple, j'ai essayé de décortiquer une plateforme, ou en tout cas, je vous ai pris la plateforme qui a été reprise par une entreprise qui s'appelle Cap Collectif, qui a, à la base, c'est l'outil qui avait été développé de manière associative pour le projet Parlement et citoyens. Et ils ont récupéré le projet, ils ont monté une boîte, et maintenant ils font des outils de consultation un petit peu industrialisés à la chaîne. Et ils ont notamment, et ça a été aussi un effet cliquet un peu dans les usages du numérique en démocratie participative, organisé la consultation sur la loi République numérique. Et donc j'ai essayé de vous montrer, quand on regarde ce type de plateforme à l'aune de cette grille de lecture autour des affordances, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Je vais aller assez vite, mais il y a cette question de l'affordance des légitimités, notamment parce qu'en fait, on vous invite, dès que vous êtes en train de vous inscrire, dès que vous êtes en train de créer votre plateforme, à donner votre statut, d'où vous parlez. On essaie de renforcer et de mettre en scène votre légitimité en tant que citoyen, en tant qu'ONG, en tant qu'organisme à but lucratif, donc entreprise. Dans les communautés du numérique, c'est important pour le thème, en tant qu'institution également. Ça, il y en avait. Il y avait aussi des affordances d'empowerment. Est-ce que j'en ai vu beaucoup? Pas beaucoup. Il y avait beaucoup d'affordances délibératives et un petit peu d'affordances critiques. Parce qu'on permettait aux gens, on mettait en scène le désaccord et il y avait tout un espace de débat qui était ouvert aussi à débattre sur le débat. Est-ce que c'était une bonne idée d'avoir ce type de plateforme? Est-ce que c'était une bonne idée d'avoir ce type de débat? Mais à partir de cette grille, on peut donc essayer d'évaluer. On pourrait avoir une sortie quelque part une visualisation en radar pour essayer de montrer vers quoi tire, vers quels usages sont un peu suscités et vers quel type de représentation et quel type de continuum est activé dans l'usage par ce continuum entre le concepteur, la matérialité et l'usage. Et on voit en gros, on a des familles qui vont tirer beaucoup plus vers légitimité et délibération, c'est-à-dire je t'aide à dire qui t'es et à organiser des discussions très procéduralisées. Hein. C'est pour ça que j'ai mis l'image du milieu. C'est vraiment cette idée, montrer qu'il y a des étapes, organiser très fortement la discussion. Et on va avoir une deuxième famille qui est plutôt des familles qui vont miser sur la question de l'empowerment, sur la question de la critique, où là on va trouver d'autres types d'outils, notamment ceux dont on parlait tout à l'heure, tous les outils de lutte contre les discriminations. Il y a eu toutes les applications mobiles lancées par des collectifs type Stop le contrôle aux faciès, qui vont eux beaucoup plus miser sur des rapports, sur la mise en scène de formats critiques et de critique des institutions et de la démocratie dans ses formats les plus institutionnels. Donc, l'avantage de cette lecture par les affordances, c'est que ça nous permet de comprendre qu'au-delà des modèles un peu établis comme ça forts, qu'on pourrait voir émerger, eh bien, la réalité, elle est bien souvent beaucoup plus nuancée et qu'on a des tendances techniques qui orientent nos usages et qui sont toujours en relation, toujours en tension avec la manière dont les acteurs se les approprient. Voilà, je terminerai tout simplement en rappelant, comme j'ai déjà beaucoup dit, donc je ne vais pas tarder à m'arrêter, que les technologies ne sont pas neutres, parce qu'elles sont évidemment donc, le fruit d'une construction sociale, mais que ce n'est pas aussi simple. On n'a pas résolu le problème quand on a mis en avant cette question-là, parce que les effets, s'ils peuvent être parfois anticipés, ils ne sont jamais complètement prédictibles. Et les objets, évidemment, ils affordent des choses, mais ils ne déterminent pas les usages. Et du coup, on voit bien qu'une fois qu'on a pensé cette relation à l'artefact, eh bien, il faut évidemment la réinscrire dans une dynamique écologique, d'environnement, pour pouvoir comprendre toute la complexité de ce continuum et de cette relation à trois bandes. Voilà, merci beaucoup.